Bonjour à tous, ce doublage est le fruit de plusieurs jours de travail. Si vous souhaitez soutenir ce travail par un don, vous trouverez un lien PayPal dans le descriptif de cette vidéo. Merci de bien vouloir liker et partager. Bon visionnage à tous. Les autorités sanitaires ont activé le niveau de réponse le plus élevé. Après l'apparition d'un nouveau type de pneumonie virale en Chine, les autorités sanitaires ont activé le niveau d'alerte le plus élevé. Les autorités sanitaires mondiales signalent ce matin le premier décès dû au coronavirus hors de Chine. L'Italie compte le plus grand nombre de cas au monde. L'épidémie touche officiellement les États-Unis. Voici ce que nous savons. Quelques jours après l'apparition du virus à New York, le 11 mars, l'OMS a déclaré que le Covid-19 était une pandémie mondiale. De nouveaux cas sont en train d'arriver sur nos côtes. Nous allons suspendre tous les voyages de l'Europe vers les États-Unis pour les prochaines semaines. Aujourd'hui, plus de 120 000 cas connus dans 114 pays. La situation va encore empirer. C'est un cas d'urgence nationale. Quand le retour à la normale? C'est ce que veulent savoir les gens. Quand cela se produira-t-il? La seule chose qui permettra de reprendre la vie comme avant, c'est un vaccin. Ce sera la nouvelle normalité. Jusqu'à ce qu'un vaccin soit développé, il faut que 70 à 85% de la population soit vaccinée. Si vous vaccinez autant de personnes, vous obtiendrez ce que nous appelons un parapluie ou une couverture d'immunité collective. Cela signifie que les vaccins nous permettront d'en finir. Mais nous n'y arriverons pas si les gens ne sont pas vaccinés. C'est une pandémie de non-vaccinés, de personnes non vaccinées. La raison pour laquelle nous en sommes là, c'est que les gens ne se sont pas fait vacciner. 80 millions d'entre eux. Nous avons été patients. Mais notre patience s'épuise et votre refus a un coût. Certains d'entre nous ne sont pas vaccinés. Ils ne pourront donc pas aller au supermarché. Alors continuez à ne pas vouloir vous faire vacciner. L'absurdité de ce que nous vivons est juste, c'est tout simplement inconcevable pour moi. Le monde est devenu fou. Il est devenu complètement fou. Mais il est devenu fou à cause d'une propagande et d'une censure acharnée. Rien de tout ça n'avait de sens. Des enfants jouant avec des instruments de musique étaient à l'intérieur de tentes, portant des masques et soufflant dans des instruments à vent. C'est comme si vous alliez au restaurant, vous portez un masque, vous l'enlevez, vous mangez et vous respirez. Rien de tout ça n'avait de sens. Tout cela a commencé en grande partie par la peur, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'ils ont amené les gens à obtempérer, et j'ai été franchement choqué. Ils ont mis des masques, ils se sont tenus à 2 mètres de distance les uns des autres, ils restaient enfermés chez eux et faisaient le vaccin. Je suis prête. Ce n'était rien. La star, Jennifer Aniston, coupe les ponts avec les personnes de son entourage qui ne sont pas vaccinées. Nous devons cesser de protéger les crétins qui refusent de se faire vacciner. Quand allons-nous cesser de supporter les idiots dans ce pays et dire simplement qu'il est obligatoire de se faire vacciner? Qu'ils aillent se faire foutre avec leur liberté. Je veux la mienne pour vivre. Ce sont tous des trouillards, des lâches, des idiots et des losers. Je veux juste dire à tous les lâches qui sont là, ne vous comportez pas comme des poules mouillées. Si vous êtes prêt à marcher parmi nous sans être vacciné, vous êtes un ennemi. La persécution a fonctionné. Et des gens que je connaissais et dont je pensais qu'ils ne se feraient jamais vacciner ont fini par se faire vacciner contre le Covid. Ceux d'entre nous qui se sont fait vacciner, nous le savons maintenant. Je peux me tenir ici sans masque et discuter avec vous. Une personne vaccinée est exposée au virus. Les personnes vaccinées ne sont pas porteuses du virus et ne tombent pas malades. Nous obtenons une immunité de groupe grâce au vaccin. Le virus ne les infecte pas. Le virus ne peut donc pas utiliser cette personne pour aller ailleurs. C'est comme ça qu'on obtient une immunité collective, pas en laissant tout le monde être infecté. Les gens croient les informations qu'on leur donne sans les remettre en question. Ils font confiance aux sources, d'où qu'elles proviennent, et ces sources ne sont pas dignes de confiance.
Avant le Covid, je faisais confiance à ces sources. Il est plus court de vous dire ce qui était vrai que de vous dresser la liste des mensonges. Tout était mensonge à propos des vaccins, des masques, des tests, des fermetures d'écoles, de la sécurité et de l'efficacité. Le gouvernement a menti, les médias ont menti et continuent de mentir. Ils nous disent que les personnes non vaccinées meurent dans les hôpitaux. Ils nous disent que les non vaccinés propagent cette maladie. Tout ce qu'on nous a dit était un mensonge. Il y a eu tellement de mensonges pendant le Covid. C'était juste des vagues de mensonges. Toutes ces choses ne tenaient pas debout. Il ne nous reste donc qu'une seule chose à faire. Nous devons prendre un bus et retourner sur la route pour découvrir par nous-mêmes ce qui se passe, car seul le peuple nous dira la vérité. Nous le savions depuis le dernier bus. Il était donc temps de repartir. À l'époque du premier bus, nous avons fait inscrire les noms, afin d'honorer les personnes qui avaient été blessées ou tuées par des vaccins. Et il s'agissait de vaccins approuvés lors de la première tournée. Ils mettaient leur signature sur le bus et cela le recouvrait. Je pense que ce bus a joué un rôle très important dans la découverte de l'étendue des dégâts causés par les vaccins. Nous nous sommes donc adressés à Children's Health Defense en leur disant que nous avions besoin d'un bus et ils ont accepté. Je vois le bus pour la première fois. Il est là. Dieu merci, l'association Children's Health Events a réussi à financer le bus et nous avons pu reprendre la route. Je dois ajouter que ce bus était bien plus élégant que le précédent. On est en direct ? Excellent. Nous sommes en direct de Houston au Texas pour une grande annonce, une annonce très attendue qui a nécessité beaucoup de travail en coulisses. Children's Health Defense va reprendre la route en septembre. Nous allons poursuivre l'action et parler à chacun d'entre vous de ce que vous avez vécu. Nous sommes Children's Health Defense. Nous voulons savoir ce qu'ont vécu vos enfants à travers le Covid et tous les problèmes que nous avons rencontrés ces 2 dernières années. Nous voulons entendre toutes vos expériences. Notre première action a été de nous rendre à un événement. Et ce n'était pas le début de la tournée. Juste une petite visite surprise. Nous sommes en direct dans un lieu secret et je ne peux pas vous dire où nous sommes. Une multitude de personnes blessées par des vaccins étaient présentes. Et j'ai réalisé que nous irions sur place entendre des tonnes de témoignages sur les blessures et les décès dus au Covid ou au vaccin. Vous allez voir maintenant qui sera le premier. Entrez. Dites à tout le monde qui vous êtes. Je m'appelle Ernesto Ramirez. Je suis le père d'Ernesto Ramirez Jr. et je suis honoré d'être ici avec vous. Nous sommes honorés. CHD souligne unanimement votre courage et votre manière de parler de votre fils. Racontez-nous votre histoire, nous la connaissons, mais il se peut que certains téléspectateurs ne la connaissent pas. Qu'est-il arrivé à votre fils? En tant que parent unique, j'étais préoccupé par le Covid. Et on nous a menti en nous disant que c'était sûr et efficace. Nous sommes donc allés faire le vaccin. Et 5 jours plus tard, après sa première dose de Pfizer, il s'est effondré et il est mort subitement. Et le gouvernement a nié les faits. Personne ne veut admettre ces torts. J'étais bouleversé, suicidaire. Et le bon Dieu m'a mis sur le chemin pour tenter de protéger d'autres enfants. Je fais donc cela pour honorer mon fils. Je sais qu'il aurait voulu que je protège les autres enfants. C'est l'une des raisons de mon action. Nous devons nous protéger les uns les autres. Oui, je comprends. Pourriez-vous inscrire le nom de votre fils en premier, s'il vous plaît, sur le bus de Children's Health Defense? Nous l'avons bien rempli, je ne sais pas combien, 20 à 25, rien que pour cette petite visite de décès et de lésions dues au Covid. Nous sommes rentrés, nous avons préparé le bus et nous étions prêts pour le départ. Nous avons organisé la tournée, nous avions tout prévu et nous avons lancé officiellement le projet. Avis à tous, nous serons en direct sur CHD TV. Inscrivez-vous aux alertes bus. Nous serons en direct demain. Nous sommes sur la route, nous partons.
Ils ont dit que c'était sûr et efficace et nécessaire. Mais ce n'était rien de tout cela, comme nous allons le découvrir. Après l'injection, on vous dit d'attendre environ 20 minutes sur une chaise. La dame a dit « Nathalie, vous pouvez partir ». J'ai dit non. J'ai dit non. Mon rythme cardiaque était... Désolé. Dans les 15 minutes qui ont suivi, j'ai vu que je commençais à bredouiller. 40 minutes après la dose, j'avais l'impression d'être en feu à l'intérieur. Comme un feu à l'intérieur. Ma peau était en feu de la tête aux pieds. C'est comme si on me piquait tout le corps en même temps avec un petit couteau. Mes genoux ont commencé à se dérober. Je ne pouvais plus me lever. Je suis tombé par terre et je ne réagissais plus. J'étais sur le sol en train de convulser. 3 heures plus tard, j'étais à l'hôpital. Mon côté gauche s'est affaissé. On pouvait voir tout le côté gauche de mon visage s'affaisser. Je n'arrive toujours pas à sourire. Puis j'ai eu une crise d'épilepsie. Aviez-vous déjà eu une crise d'épilepsie avant? Non. Avant, j'étais en bonne santé. Ma glycémie était supérieure à 1400, mes organes étaient en train de lâcher. J'ai dit à mon mari que je n'allais pas m'en sortir. Ils lui ont demandé depuis combien de temps j'étais diabétique. Il a répondu « Jamais, elle n'est pas diabétique ». Ma gorge piquait et la toux me pliait en deux. Elle m'a dit qu'on ne pouvait pas me donner de Benadryl ou de stéroïdes en intraveineuse, car cela empêcherait le vaccin d'agir. Je lui ai demandé si je devais faire la dose suivante et il m'a répondu que c'était ça ou mourir du Covid. Vous plaisantez, je viens de faire une attaque. Le lendemain matin, j'ai eu le pire, le plus insupportable des martèlements dans la tête. Je tremblais, j'étais faible et j'étais mal. Essoufflement et douleurs thoraciques aléatoires. J'ai perdu la mémoire, celle à court terme et à long terme. Quelques jours plus tard, mes 4 membres se sont mis à trembler. Mes propos étaient insensés, j'étais très désorienté et j'avais des vertiges. On m'a dit qu'il s'agissait d'un mini AVC. Depuis ce jour, en fait 7 jours après mon vaccin, j'avais 3 ou 4 crises d'épilepsie par jour. J'étais hospitalisé toutes les 2 semaines à cause de mes douleurs thoraciques. J'ai quitté l'hôpital 9 jours après y avoir été admise, avec des problèmes de pancréas, sous stéroïdes et sous bêta-bloquants. Inflammation chronique, démyélinisation, polyneuropathie, acouphènes, palpitations cardiaques et tremblements. Tremblements, ma poitrine brûlée, vertige. J'ai eu un Guillain-Barré, un syndrome de tachycardie orthostatique posturale et une péricardite, une myocardite. Une myocardite. C'est une inflammation et une lésion du muscle cardiaque appelée myocarde. Cette inflammation peut réduire la capacité de mon cœur à pomper le sang. Elle peut aussi provoquer des douleurs thoraciques, un essoufflement et des rythmes cardiaques rapides ou irréguliers, ce qui correspond parfaitement à ce que je vivais en Californie et encore aujourd'hui. C'était fou, les symptômes les plus étranges. C'était pendant mon cycle menstruel. J'ai d'énormes caillots que je n'avais jamais eus auparavant. Un long caillot de sang dans mes sinus. Le bas de mon poumon est rempli de sang. C'est ce jour-là. À chaque fois que je vois un spécialiste ou quelqu'un de nouveau dans le domaine de la santé ou de la médecine qui donne l'impression d'essayer de m'aider à résoudre cela, il me repousse, passe au suivant, sans même m'examiner. Ce sont mes yeux. C'est une énorme tumeur. Elle est énorme, de la taille d'une balle de softball derrière mon œil. On m'a dit que c'était le cancer le plus agressif qu'ils aient vu. Mais j'ai été ballotté d'un hôpital à l'autre, car personne n'avait jamais vu ce type de tumeur auparavant. En général, cela touche les jeunes enfants et les chiens après vaccination multiple. L'interféron est l'une des substances chimiques les plus importantes produites par beaucoup de nos cellules. Et la particularité de la protéine Spike, de ce virus, diminue l'interféron de type 1. En sa présence, ces cellules inhibent l'interféron et ne peuvent plus recruter d'autres cellules immunitaires pour lutter contre des maladies importantes comme le cancer. Je m'appelle David Rasnick. Quelles sont vos qualifications? Je suis titulaire d'un doctorat en chimie et j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, puis plus de 20 ans dans la recherche sur le cancer.
Jusqu'à ces dernières années, habituellement, les cancers sont lents à se développer. Il faut en général quelques années pour développer des cancers du sang et des décennies pour les tumeurs solides comme le cancer du côlon, du sein, etc. Ces vaccins à ARNM et ADN, ces injections génétiques, dévastent le système immunitaire. Nous savons que cela se produit déjà, mais nous observons maintenant une conséquence de la dégradation du système immunitaire, l'accélération du développement des tumeurs qui étaient sans doute déjà en vous au départ, bénignes, qui auraient probablement disparu toutes seules, sans le savoir. Mais une fois que votre système immunitaire est vraiment affaibli, elles peuvent alors se développer rapidement. En outre, la protéine Spike se lie à certaines familles de gènes de notre corps qui empêchent les cancers. Il s'agit de toute une famille de gènes appelés P53. Et plusieurs études montrent que cette protéine peut se lier à cette famille de suppresseurs de tumeurs qui ne peut alors plus fonctionner correctement, ce qui permet au cancer de se développer. Nous détruisons leur système immunitaire au point qu'ils ne peuvent plus résister au cancer, et que les cellules cancéreuses se développent maintenant comme dans une culture cellulaire. Rien ne les empêche alors de proliférer. J'ai fait une déclaration au VERS en mai. Et encore une fois, on a l'impression de n'être qu'un numéro et qu'il ne s'agit que d'une collecte de données. Il n'y a même pas de suivi. Vous savez, pour savoir si vous allez bien. C'est à eux de juger. C'est à eux de juger s'il s'agit ou non de ma nouvelle normalité et de ce que je dois combattre chaque jour. Je vais mieux qu'avant. Elle est restée au lit pendant presque un an, avant de pouvoir parler et être présente. Parce que c'était si grave, je veux dire qu'elle avait entre 15 et 30 mini-crises par jour. Oui, je commence à en avoir une. Vous faites une crise en ce moment? Oui, bien sûr, oui. Voulez-vous que j'arrête de filmer? Non, ça va. Je vais bien. Ça va aller. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est la vie que j'ai maintenant. Je ne peux même pas garder mon petit-fils. Désolé. Il va bien? Oui, il va bien. Non, sa tête est dystonique. Je ne peux pas la repousser. C'est après Moderna? Oui. Ce n'est pas une vie. C'est dans ces moments-là que vous commencez à penser, ok, comment puis-je mettre fin à ma vie? Eh bien, il est différent de ce qu'il était. Nous sommes chanceux que Tim soit en vie et qu'il se porte aussi bien à ce jour. Et tous les médecins étaient d'accord sur ce point, et ils le reconnaissent. Il était en très bonne santé avant qu'il ne reçoive ses injections. Eh bien, je suis passé de faire des squats avec une barre de 20 kg de chaque côté à une thérapie physique où je m'asseyais sur une table en essayant de lever ma jambe alors que je jouais au softball à l'université. J'ai passé 31 ans dans un centre de perfusion à recevoir des immunoglobulines intraveineuses, juste pour parvenir à effectuer mes activités quotidiennes. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je suis photographe professionnel et cette niche créative dans mon cerveau ne fonctionne toujours pas. Je veux juste trouver quelqu'un qui m'aidera à me rétablir et à vivre la meilleure vie possible avec ma famille et mes enfants. Il s'agit de votre sœur? Oui, c'est à propos de ma sœur. Ok, racontez-nous ce qui se passe. Ramenez-nous au moment où cela s'est produit. Heureusement, l'histoire est très courte. Voilà, elle s'est fait vacciner. 10 jours plus tard, elle est morte. Sa fille a fait redémarrer son cœur. C'est la partie la plus difficile. Les ambulanciers sont arrivés et l'ont mise dans l'ambulance. Je crois qu'ils ont dû faire repartir son cœur et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et ils ont diagnostiqué un anévrisme cérébral. La raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'elle ne peut pas parler pour elle-même. Et il faut que cela cesse. Ces produits doivent être retirés du marché car ils sont dangereux. Et vous savez quoi? Michelle est l'une des plus chanceuses, car elle ne souffre pas comme beaucoup d'autres victimes de ces vaccins. Un Moderna. Un Moderna.
Mon fils Victor Samuels a été tué par le vaccin Pfizer. Il n'a eu qu'une seule injection. Il l'a prise le 20 avril 2021 et le matin du 16e jour, il est décédé subitement. Il a ressenti des douleurs à la poitrine vers 1 h du matin et il a appelé le 911. Il avait mal à la mâchoire, il avait également des battements de cœur rapides. Il a appelé le 911, les secours sont arrivés. Il est descendu de l'appartement où il vivait à Seattle et s'est assis sur le banc. Ils ont commencé à prendre sa tension artérielle. Sa petite amie est arrivée, il a dit « Voici ma petite amie » et il s'est effondré. Il ne réagissait plus, les médecins se sont occupés de lui, ils l'ont emmené aux urgences et il est décédé. Nous sommes maintenant une famille endeuillée. Nous sommes perdus sans notre fils. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Nos vies sont devenues sombres. Elles ne seront plus jamais lumineuses. Je pleure tous les jours. Et mon mari va au cimetière tous les jours. Ces gens ne réalisent pas qu'on perd des membres de notre famille et vous ne pouvez pas passer à autre chose. Voici mon beau-frère, Robert Weeks Jr. Il a reçu une injection pour le Covid le vendredi. C'était sa première injection? Oui, sa première injection. Et on l'a retrouvé mort dimanche. 6, 8 ou 9 mois avant qu'il ne reçoive le vaccin Johnson & Johnson, ils ont dit « il faut vous faire un booster ». Il est allé à la pharmacie voisine et il n'avait que celui de Pfizer. Il l'a reçu et le même jour, un caillot de sang s'est formé dans son poumon et il est mort sur le champ. Elle ne se sentait pas très bien après le booster et environ 2 jours après son booster, elle s'est effondrée. Ses jambes étaient complètement paralysées, elle ne les sentait plus et était même inconsciente. Elle est tombée sur le sol et on l'a retrouvée, le visage dans son urine et ses excréments, presque morte. Son pouls était à peine perceptible. Alors, j'ai dit au médecin, « Je vous en supplie, donnez-lui une chance. » Elle avait un cathéter qui allait directement à son cœur. Il s'est infecté et elle est morte. Ma femme est décédée et les médecins ont attribué son décès au fait qu'elle avait été vaccinée et qu'elle avait commencé à avoir des problèmes cardiaques. Sa tension artérielle ne cessait de chuter à chaque fois qu'elle se levait et ils lui ont mis un pacemaker. Tout allait bien avant qu'elle ne reçoive le vaccin. Moderna? Moderna. Et vous avez pris 2 Moderna? 2. C'est ce qu'on a fait. C'est la 4e fois que j'ai le Covid et j'ai reçu les 2 injections. Je n'ai pas eu de booster, mais 2 injections. Pourquoi ai-je eu le Covid 4 fois? Pourtant, c'est censé stopper le virus. Alors que ça ne marche pas. Cela peut nous tuer, mais cela n'aide pas à empêcher le virus d'entrer en nous. Je suis presque sûr que la seule personne qui peut rappeler quelqu'un à la maison est le Seigneur. Et ces gens jouent le rôle de Dieu en ce moment même et prennent des vies. C'est inacceptable. Les bénéfices ne l'emportent pas sur les inconvénients, vous savez. On ne peut pas choisir qui doit vivre et qui doit mourir quand on sait que les effets secondaires sont graves et mortels. 1200 personnes ont perdu la vie lors de cet essai. Personne n'était au courant, personne ne le sait toujours pas, et la justice doit être rendue. Mon mari ne peut pas être considéré comme une statistique dans un journal médical quelque part. Il mérite bien plus, tout comme les victimes des vaccins et ceux qui ont perdu la vie. Ça va aller. J'ai de très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, notre pays a réalisé un miracle médical. Nous avons mis au point un vaccin sûr et efficace en seulement 9 mois. C'est l'une des plus grandes réalisations scientifiques de l'histoire. Les vaccins, je le répète, sont sûrs. Ils sont sûrs, gratuits et efficaces. C'est aussi simple que ça. La pandémie a peut-être commencé en Chine, mais nous y mettrons fin, ici même, en Amérique.
Les gens sont carrément contrôlés par une technologie sophistiquée, une programmation subliminale et une persuasion médiatique où des personnes qu'ils aiment et admirent les encouragent à faire quelque chose sans qu'ils puissent imaginer que cela puisse être dangereux. Ils ne peuvent tout simplement pas croire que le gouvernement mentirait d'une manière qui tuerait ou handicaperait des millions de personnes. C'est inconcevable. Si vous n'avez pas été blessé par un vaccin ou si vous n'avez pas eu un proche dont vous avez compris qu'il avait été blessé par un vaccin, vous ne savez pas à quel point les vaccins peuvent être dangereux, n'est-ce pas? N'oubliez pas que depuis des centaines d'années, le public américain s'est vu conditionné aux idées suivantes. Les vaccins sont sûrs et efficaces, ils ne sont pas nocifs pour la santé. Tandis que les informations sur leurs effets indésirables ont été largement censurées. La plupart des Américains et des gens dans le monde ignorent qu'un vaccin peut entraîner des paralysies, peut également entraîner des AVC, des lésions neurodégénératives ou même la mort. La plupart des gens n'ont pas conscience que cela peut être aussi grave. Je suis Claire Doley, j'ai 24 ans et je suis la vidéaste du Boost Children's Earth Defense. Bonjour, je m'appelle Caroline McGrady, je suis la responsable extérieure du Boost de Children's Earth Defense. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de blessures causées par les vaccins contre le Covid, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des décès dus au protocole hospitalier. Je me souviens que la première semaine où je suis arrivée dans le bus, j'étais assise là, en état de choc. Au début, lorsque nous écoutions ces histoires, il était facile d'isoler l'hôpital en question. Mais une fois que nous avons continué à voyager et à entendre les mêmes histoires, nous avons été extrêmement choqués. Et il ne s'agissait pas d'un seul hôpital, mais de tous les hôpitaux qui faisaient exactement la même chose. Tous les gens sont venus raconter la même histoire. Et tous les points communs ont commencé à se dégager. Mais quand les personnes, l'une après l'autre, viennent raconter la même chose, on commence vraiment à se demander si ces personnes sont vraiment mortes du Covid. C'est bien Grace. Grace est atteinte du syndrome de Down. Mais elle pouvait tout faire, parler en public, jouer du violon, lire et écrire. Il n'y avait rien qu'elle ne pouvait pas faire. C'est très bien. Je lui ai appris à conduire une voiture et à chasser le cerf avec moi. Cette voiture, que s'est-il passé pour que Grace aille à l'hôpital en premier lieu? Oui, c'est peut-être la question la plus importante. Ce qui s'est passé, c'est que le matin du 6 octobre, la saturation en oxygène de Grace est tombée à 88 et nous avons perçu cela comme une urgence car le protocole dit que si ce chiffre tombe en dessous de 94%, il faut se faire admettre à l'hôpital. Avait-elle l'air d'avoir besoin d'aller à l'hôpital? Non, elle avait un rhume et le médecin aux urgences a dit « Eh bien, je pense qu'à titre préventif, nous allons simplement hospitaliser Grace pendant 3 ou 4 jours, lui donner de l'oxygène et des stéroïdes et la ramener à la maison. » Je me suis dit que c'était logique. Nous sommes entrés dans la chambre peu après minuit, le 7 octobre. Le premier jour a été une vraie partie de plaisir. J'ai passé une bonne journée avec ma meilleure amie. C'était une bénédiction. C'était une enfant spéciale. Maintenant que nous avons le dossier, nous avons vu que le médicament d'anesthésie appelé Precedex a été administré le 9. Je suis son représentant légal pour les soins de santé. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit ce qu'il faisait? Le Precedex est censé n'être utilisé que pendant 3 ou 4 heures en anesthésie, en chirurgie. Et la notice de ce médicament indique que si vous l'utilisez pendant plus de 24 heures, il provoque une insuffisance respiratoire aiguë. Et si vous regardez le certificat de décès de Grace, il va jusqu'au 13 octobre et son certificat de décès indique comme première cause de décès une insuffisance respiratoire aiguë avec hypoxémie. Il s'agit d'un effet secondaire dû à l'utilisation du Precedex pendant plus de 24 heures. Elle en a pris le 9 octobre jusqu'à 18h37, le jour de son décès. Ça fait 5 jours entiers. Je suis codeuse médicale. C'est quoi? Eh bien, vous examinez les dossiers médicaux, ainsi que tous les diagnostics,
Vous prenez ces informations et vous les mettez dans un code qui va à l'assurance et c'est ainsi que les hôpitaux et les médecins sont payés. Si je fais bien mon travail, le médecin et l'hôpital gagnent le plus d'argent possible et ils ne sont pas poursuivis pour fraude. Je travaillais aux urgences au début et à l'apogée du Covid. Des patients venaient me voir pour savoir s'ils avaient le Covid. Ils n'étaient pas assez malades pour être admis, mais assez pour recevoir un traitement. Je savais que les médecins prescrivaient parfois des stéroïdes pour soulager les troubles respiratoires et la toux. Mais j'entendais les médecins dire « Désolé, il n'y a pas de traitement, nous ne pouvons rien faire pour vous ». Vers août ou septembre, nous avons commencé à voir arriver des vagues de patients souffrant de cette maladie respiratoire. Même à ce moment-là, parce que je pense que les hôpitaux essayaient d'éviter de surcharger le système. Nous n'avons pas admis les patients comme nous aurions dû le faire. Et donc, je pense que c'était en quelque sorte le premier aperçu de la façon dont nous aurions pu faire les choses différemment, car ces patients présentaient encore des symptômes respiratoires. Mais ils n'étaient pas suffisamment graves, alors on les renvoyait chez eux, en leur disant de revenir lorsque les symptômes s'aggraveraient ou qu'ils n'étaient plus en capacité de respirer. Ce qui s'est passé à l'hôpital, c'est que nous avons cessé de traiter les patients. Nous avons essentiellement dit à tout le monde de rester à la maison et de ne pas venir à l'hôpital. Et dans les jours qui ont suivi, les patients étaient renvoyés chez eux et sont revenus dans le système hospitalier en très mauvais état. Ceux qui franchissaient la porte de l'hôpital étaient immédiatement mis sous respirateur. Différents protocoles étaient utilisés et nous avons très vite remarqué que le taux de guérison de ces patients était proche de 0. Avait-il un dispositif sur le doigt pour tester le niveau d'oxygène? Oui, il en avait un. Oui, notre médecin traitant lui a dit que s'il descendait en dessous de 88, il devait se rendre aux urgences pour recevoir un supplément d'oxygène. La grande différence est venue du fait que le pouls de mon mari est tombé très bas. Ils ont pris ses constantes et son oxygène était à 91. Ils nous ont dit d'aller à l'hôpital. L'oxygène était à 80, alors je me suis dit « Ok, maintenant je panique ». Elle ne voulait pas aller à l'hôpital. Mais comme beaucoup d'autres personnes, nous ne savions pas quoi faire d'autre. Nous avons suivi les directives de l'époque qui stipulaient que lorsque l'oxygène atteignait un certain niveau, il fallait entrer à l'hôpital. Je ne savais pas et personne ne nous a dit qu'il était possible d'avoir de l'oxygène à la maison. Il souffrait d'une légère oppression thoracique. Si vous ne pouvez pas respirer, allez à l'hôpital. C'est tout ce qu'ils lui ont dit. Son état ne s'améliorait pas et il est devenu si faible que nous avons dû aller à l'hôpital. Et le 7e jour, j'ai finalement dit « Je pense que nous devrions aller à l'hôpital ». Et c'était l'hôpital qui nous a soignés pendant 30 ans. Nos bébés y sont nés. Emmenons-le à l'hôpital, il faut étouffer l'affaire dans l'œuf. Il faut que nous allons mieux pour rentrer à la maison. Et le médecin qui le soignait lui a littéralement dit de ne pas aller à l'hôpital, car il tue les gens. J'étais au téléphone avec ma fille à ce moment-là. Elle était à Savannah, en Géorgie, et elle m'a dit « Maman, tu dois appeler le 911 ». Mon mari nous a entendus, il a dit « Non, n'appelle pas le 911. S'ils m'emmènent à l'hôpital, ils me tueront ». J'ai donc pris la pire décision de ma vie, et j'ai appelé le 911. La dernière fois que je l'ai vue, c'était 5 jours après le rendez-vous avec le médecin. Et lorsqu'elle est sortie dans l'allée, j'ai pu voir son visage par la fenêtre arrière, allongé sur le brancard. Alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital, ils n'ont pas voulu que je l'accompagne. Je l'ai retrouvé sur le quai des ambulances près des urgences. Je ne pensais pas que c'était le dernier jour où je la verrais. J'ai appelé et j'ai demandé « Est-ce que je peux venir le voir ?» Non, aucune visite n'est possible à l'hôpital. Avez-vous pu voir votre fils à un moment ou à un autre? Non. Ils ne nous ont pas permis d'entrer à l'hôpital car ils ont dit que c'était un Covid. Mais quand il est mort, ils nous ont laissé rentrer avec tous les patients atteints du Covid. À l'époque, l'hôpital n'autorisait personne à entrer, que ce soit pour la soutenir ou la conseiller. « Ok, nous devons aller de l'avant et l'hospitaliser. Vous devez partir. » Et j'ai dit que je voulais amener mes enfants. Nous attendrons dans le hall ou ailleurs. « Non, vous devez partir, nous allons l'hospitaliser. » Je suis donc toute seule, je n'ai pas de soutien, pas de famille, et c'est incroyable d'être dans un hôpital dans une telle situation et de n'avoir personne près de vous pour dormir alors que vous avez de la fièvre et que vous êtes faible. C'est un moment très effrayant. Nous avons été si rapides pour l'hospitaliser que nous n'avons pas pu l'embrasser ni le serrer dans nos bras. Quelqu'un aurait dû être autorisé à être avec lui en permanence. Ils m'ont dit « Vous ne pouvez pas le voir plus longtemps, dites-lui au revoir ». Et j'ai couru jusqu'au parking et j'ai pleuré pendant environ 1 heure, car je me suis dit
que c'était la dernière fois que je le voyais. Nous n'avons jamais été autorisés à la voir et on n'a pas pu lui dire au revoir ni participer à ses soins. J'ai dit que j'étais sa représentante en soins de santé et qu'il avait besoin de moi à ses côtés. Et ils m'ont dit, vous devez sortir d'ici. C'est un centre Covid et il est atteint du Covid. Alors j'ai répondu que je vivais avec lui. Et puis ils m'ont dit, sortez de cet hôpital. Si vous ne sortez pas, nous allons appeler la police et vous mettre en prison. Il a été transféré dans le service Covid et on m'a dit qu'il n'y avait pas de visite et je ne l'ai plus jamais revu. Je m'occupais d'un grand nombre de patients qui arrivaient. J'ai vu beaucoup d'isolement. Beaucoup de personnes ne savaient pas vraiment ce qui se passait pour leur famille. On dit aux patients qu'ils n'ont pas le droit d'être accompagnés à l'hôpital. Ils sont donc confrontés à des opérations chirurgicales et des procédures tout seuls, sans savoir quel sera le résultat et sans personne pour les soutenir. Je n'ai pas remarqué tout de suite les dangers de ces protocoles, jusqu'à ce que je doive dire à des membres de leur famille qu'ils ne pouvaient pas venir au chevet de leurs proches mourants. Pour moi, il s'agissait d'un crime contre l'humanité et d'une violation de mon serment qui, je l'ai su tout de suite, n'aurait pas dû se produire. Nous avons isolé les gens en prison. Nous les avons placés en cellule lorsqu'ils faisaient quelque chose de mal pour les torturer, et c'est ce que j'ai eu l'impression d'être forcé de faire. J'ai dû annoncer aux membres de la famille de mes patients qu'ils ne pouvaient pas venir à l'hôpital auprès de leurs proches mourants. Personne ne nous a contactés pendant un certain temps. Nous avons continué d'essayer d'appeler. Ma sœur était la seule à être vaccinée. Il ne parlait qu'à elle, il ne le disait pas, mais c'était la seule qui était vaccinée. Je suis la mandataire en soins de santé, mais il ne voulait pas parler avec moi. Il passait par ma mère et ma sœur. Il a demandé à parler à sa femme. L'infirmière lui a dit « On va lui dire de vous appeler ». Elle a rappelé 2 secondes plus tard et ils ont dit qu'il ne pouvait pas parler. Il ne veut pas parler. Pendant une dizaine de jours, il est resté sans nouvelles de sa famille. Laissez-moi récupérer mon téléphone, il faut que j'envoie un message à ma famille. J'ai donc envoyé un message à mon mari. Oh mon Dieu, ils sont venus pour m'endormir et me mettre sous respirateur. Et j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je ne sais pas comment je l'ai su, mais je l'ai su et je n'ai pas pu lever les jambes du lit et sortir de là. Pour être honnête, je ne pense pas que j'aurais pu le faire à ce moment-là. J'ai donc dit à ma famille, s'il vous plaît, renseignez-vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous aime tous. Et j'ai dit, est-ce que je peux attendre une réponse? Et elle a pris mon téléphone. Elle voulait absolument m'enlever ce téléphone des mains et le mettre dans le placard, dans mon sac. Et elle m'a dit, non, on n'a pas le temps. Elle a donc pris mon téléphone et l'a éteint. J'ai vu cette urgence quand elle me l'a enlevé des mains et mis dans le placard. Il ne lui avait pas donné d'eau ni de nourriture de toute la journée. Elle disait, de l'eau, j'en ai besoin. Elle n'arrêtait pas de le répéter et il refusait de lui en donner. Oh non, elle n'aura pas d'eau. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, elle n'aura pas d'eau, c'est le protocole. Pourquoi n'a-t-elle pas eu droit à de l'eau? Eh bien, ils ont dit que c'était un protocole. Ils ont dit que c'était parce qu'elle avait le Covid et que les patients atteints du Covid ne supportent pas bien les liquides. Elle est restée à l'hôpital pendant 10 jours. Elle n'a jamais été nourrie. Elle n'a jamais pris de bain. Elle n'a jamais été retournée. Le 10e jour, ils ont décidé d'essayer de la nourrir. Puis Mikey, son fils, lui a apporté un déjeuner, probablement vers midi, et il a dit que le petit déjeuner qu'elle lui avait apporté était toujours sur le bureau de la sécurité en bas. Il avait faim, il avait soif, il envoyait des SMS à sa femme. Il avait faim et il avait soif, mais il s'en fichait. Ils ont arrêté la nourriture 5 jours avant le vaccin. Ils savaient ce qu'ils allaient faire. Je ne sais pas s'ils l'ont nourri. Il n'a pas été nourri et n'a reçu aucune nutrition. Les seuls liquides qu'il recevait étaient par voie intraveineuse. Elle ne recevait pas d'eau ni de nourriture. Parce que je l'ai supplié de me donner de l'eau tous les jours. Nous ne savions pas. Nous l'avons emmenée pour qu'elle soit soignée et elle a été assassinée. On ne peut pas survivre avec 13 verres d'eau en 11 jours. Ce n'est pas possible. Ceux qui étaient encore en mesure d'envoyer des messages à leurs proches demandaient de l'eau. J'ai besoin d'eau. N'est-ce pas l'une des premières choses à faire quand quelqu'un est malade? C'est de l'hydrater. À un moment donné, ils ont dit qu'ils allaient lui donner quelque chose car elle avait mal. On m'a proposé de la morphine et je me suis dit, oh, de la morphine? Ma sœur m'a dit que c'était bon, que c'était pour la douleur. Alors c'est ok, c'est pour la douleur. Mais elle m'a dit qu'il fallait surveiller. S'ils essayaient d'en donner trop fréquemment,
et s'ils augmentaient les doses. Le surdosage était un problème. Cela indiquait qu'ils essayaient d'accélérer la mort du patient. C'était une infirmière de soins palliatifs? Oui. Du lorazépam, un basofontanil, c'est un opiacé propofol. Ils lui ont administré du fentanyl et la quantité de médicaments qui étaient injectés dans son corps était importante. On a découvert, après sa mort, qu'il avait reçu des tonnes de médicaments antipsychotiques pendant son séjour à l'hôpital. Il recevait des médicaments de sédation et rien de tout cela nous a été demandé en tant que famille. Fentanyl, morphine, il était carrément sous Précédex. Lorsque je consulte les dossiers médicaux, je constate qu'on est censé en prendre que pendant 24 heures. Il en a pris, je crois, pendant toute la durée de son séjour. J'ai compté 17 médicaments différents, 30 autres médicaments différents en 13 jours. Et puis, il est devenu anxieux. Pourquoi était-il anxieux? Parce qu'elle venait de lui dire qu'il allait probablement mourir. Alors, ils utilisaient ça comme excuse pour obtenir ensuite de l'Ativan et d'autres médicaments contre l'anxiété. Du fentanyl, ils l'ont mis sous propofol. Ils l'ont mis sous fentanyl, propofol, sédatif paralysant, et il est resté comme ça pendant 9 jours. Il était sous sédatif. Ils lui ont donné de l'Ativan quelques heures avant de le ventiler, et c'est à peu près au moment où il a reçu l'Ativan qu'on trouve dans son dossier des notes disant qu'il n'est pas conscient des risques d'être intubé. Alors je ne sais pas comment on peut avoir un consentement éclairé si on est drogué. Je lui ai donc dit que je voulais qu'il reçoive de l'ivermectine. Je voulais qu'il fasse le protocole de FLCCC. Et elle m'a répondu qu'elle ne savait pas ce que c'était et qu'il ne le faisait pas. Et j'ai demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» Elle m'a répondu qu'elle donnait du remdesivir. Je leur ai donc dit de ne pas en donner à mon mari et elle m'a demandé pourquoi. Et j'ai répondu « Parce que ça tue les gens ». Ma mère a été assassinée par le protocole Covid à l'hôpital en 2021. Je l'ai emmenée à l'hôpital et à partir de ce moment-là, ils ont déclenché une série de protocoles et lui ont donné du remdesivir contre sa volonté. Et ils ont fait toutes sortes de choses contre sa volonté. Pendant tout ce temps, je me suis battu pour rentrer et sauver ma mère, car je suis infirmière. Et que je suis donc tout à fait qualifié pour la sauver, mais ils ne m'ont pas laissé rentrer. Ils ont insisté sur le fait que c'était leur politique et que je ne pouvais pas y aller. Pour les médecins et les infirmières de première ligne, il y a une nouvelle arme pour lutter contre le Covid. Un médicament antiviral dont l'efficacité a été démontrée lors d'essais cliniques. Le Dr Fauci a annoncé cette avancée à la Maison-Blanche. Les données montrent que le remdesivir a un effet positif, clair et significatif sur la réduction du délai de guérison. C'est vraiment très important. Quand je l'ai déposé, je leur ai demandé de ne pas donner de remdesivir, mais seulement de l'oxygène. Quand elle est arrivée à l'hôpital, ils lui ont donné 2 litres d'oxygène avec une simple canule nasale. Et sa saturation en oxygène est remontée à 95%. Je me suis dit, ok, elle va s'en sortir, elle a juste besoin d'oxygène, elle va rester quelques jours, puis elle ira mieux et elle rentrera à la maison. Ils lui ont administré du remdesivir à 2 h du matin la première nuit qu'elle a passée là-bas. Et je n'étais pas au courant, pas plus qu'elle ne l'était. 4 jours plus tard, elle continuait à recevoir du remdesivir et aucun de nous ne le savait. C'est au 4e jour qu'elle a complètement décliné. Lorsque j'ai appelé ce soir-là, j'ai demandé ce qu'ils lui donnaient et ils m'ont cité tous ces médicaments. Puis ils ont dit « remdesivir ». Je leur ai demandé « Mais pourquoi vous avez donné ça ?» On vous a dit de ne pas lui en donner. Ils m'ont répondu que c'était le protocole. Mon cœur s'est effondré. J'ai su à ce moment-là que ma mère allait mourir et que s'ils avaient simplement donné de l'oxygène, comme on l'avait demandé, elle serait encore là. La combinaison du remdesivir et de l'intubation est néfaste, sans aucun doute. Je veux dire qu'on parle de sédatifs. Vous savez, je veux dire que ces patients, beaucoup d'entre eux ont été intubés et mis sous remdesivir. Ils ont développé une insuffisance rénale à cause du remdesivir assez rapidement. Et 80% d'entre eux ne sont jamais rentrés chez eux. Après quelques doses, le remdesivir provoque une insuffisance rénale et hépatique. Vous vous remplissez de liquide et vous êtes condamné à un respirateur artificiel. Et vous finissez à la morgue la plupart du temps. Ils ont dit à mon mari que le seul espoir était le remdesivir et le respirateur. Et je me suis dit non, ce n'est pas possible. J'ai dit, vous m'avez donné un diagnostic de phase terminale. Je voudrais avoir le droit d'essayer l'ivermectine et l'hydroxychloroquine et le budesonide.
et je veux que mon prêtre soit autorisé à venir ici pour donner les derniers sacrements. Et ils ont dit, on laisse venir votre prêtre si vous acceptez le remdesivir. Il a donc négocié. Et j'ai dit, faites venir le prêtre rapidement. Faites venir le prêtre très rapidement. Il est venu le lendemain avec vous à la première heure. Et il m'a donné mes derniers sacrements et béni la pièce. Et je savais que si elle recevait un soutien spirituel, cela lui donnerait la force d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, et de combattre. Est-ce qu'ils vous ont donné du remdesivir? Juste une dose. Je n'ai jamais eu peur de mourir du Covid. Je craignais plus d'être assassiné à l'hôpital à ce moment-là. Ils lui ont donné du remdesivir, mais pas seulement pendant 5 jours, mais pendant 10 jours, alors qu'on savait qu'il avait des problèmes rénaux. J'ai cherché à savoir ce qu'il prenait, et ils ont dit du remdesivir. J'ai dit arrêtez ça immédiatement. Ce médecin m'avait promis qu'il avait retiré ce médicament pour mon fils, jusqu'au dernier jour. Puis il a dit que ses reins étaient en train de s'arrêter. Et j'ai dit, mais je pensais que vous l'aviez débarrassé de ce médicament. Et il m'a dit qu'il lui donnait la dose complète. Quelques jours plus tard, ils m'ont dit qu'ils surveillaient ses reins de près. Et je me suis demandé pourquoi. Il ne souffrait pas de problèmes rénaux. Vous lui avez donné du remdesivir? Ils n'ont pas voulu me répondre. Nous avons commencé à le prescrire. L'hôpital avait un protocole pour le remdesivir. Ils savaient qu'il provoquait des lésions rénales. Un appareil de dialyse fonctionnait en permanence dans l'unité de soins intensifs en raison des insuffisances rénales, car les patients arrivaient avec des reins normaux et finissaient par souffrir d'insuffisance rénale. Cela pouvait être dû au remdesivir, à des lésions dues à la déshydratation et à bien d'autres choses. Mais il semblait que c'était à cause des protocoles, car cela se produisait régulièrement. Nous avons reçu plusieurs nouveaux patients dialysés qui avaient été hospitalisés pour un Covid. Et l'hôpital leur a dit que le virus avait provoqué l'arrêt de leurs reins. Mais j'étais bien informé et je savais ce qui se passait. Ils recevaient du remdesivir, un médicament que certaines infirmières appelaient « courer, la mort est proche », car ça bloquait les reins. Le Covid n'est pas une maladie rénale, mais le remdesivir provoque une insuffisance rénale. Lors des essais sur les animaux, un tiers ont souffert d'une insuffisance rénale, puis d'une défaillance organique. Mes patients semblaient décliner après l'administration du remdesivir, surtout après plus de 2 doses. Tous finissaient avec une insuffisance rénale au bout de quelques jours. Étiez-vous avec elle lorsqu'elle est décédée? Ils m'ont finalement laissé entrer dans les 15 dernières minutes. Ma mère était magnifique. Elle mesurait 1,80 m, elle pesait environ 90 kg, elle était rousse avec des cheveux bouclés et elle était pleine de vie. Quand je suis arrivé, elle avait été complètement dépouillée de sa dignité. Ses cheveux étaient en bataille et son lit en désordre. Si j'avais été avec elle, je me serais occupée de tout ça. J'aurais été présente tout le temps. En cas de maladie virale, il faut commencer par administrer un antiviral le plus tôt possible, dès l'apparition des premiers symptômes, entre le 1er et le 3e jour. Nous savions que les patients entraient à l'hôpital en général vers le 7e ou le 8e jour, après la phase de réplication virale, dans la phase inflammatoire qui suivait. Pensez-y, la plupart des gens arrivent à l'hôpital vers le 7e ou le 8e jour de maladie. À ce moment-là, les virus ont pratiquement cessé de se répliquer. Lors de mes études de licence en soins infirmiers, on m'a enseigné qu'il ne fallait pas administrer d'antiviral plus de 24 à 48 heures après l'apparition des symptômes d'infection virale. Ce médicament était administré aux patients Covid hospitalisés, généralement 10 à 12 jours après l'apparition des symptômes. Il n'était donc pas logique d'utiliser un médicament intraveineux très coûteux, plutôt toxique pendant des jours, alors qu'il n'y avait plus de virus vivant et qu'il s'agissait d'un état inflammatoire. En toute logique, cela n'avait aucun sens. Nous disposons de preuves montrant que l'administration d'antiviraux plus de 2 jours après l'apparition des symptômes est plus néfaste que bénéfique. L'analyse des risques et des bénéfices ne concorde pas. Dès son entrée aux urgences, on a commencé à lui administrer du remdesivir. J'avais écrit avant même que nous n'entrions qu'il fallait de l'oxygène, de la vitamine C, tous ces différents protocoles, des stéroïdes, des antibiotiques, tout ce qu'il fallait, mais pas de remdesivir, pas d'intubation. Et c'est précisément le protocole qu'il voulait appliquer. Il disait c'est notre protocole remdesivir et c'est le médicament qui fonctionne le mieux. Ils l'ont mis immédiatement sous remdesivir et aussitôt tout a commencé à se dégrader. Ils m'ont
administré une dose de Remdesivir en intraveineuse tous les jours pendant 5 jours. J'étais de plus en plus malade et de plus en plus faible. Dès qu'il reçoit du Remdesivir, dans les 24 heures, tout commence à se dégrader. La page de son dossier médical montre qu'il a reçu 2 doses de Remdesivir et 2 doses du générique du Remdesivir en un jour, soit techniquement 4 doses en un jour et 2 autres le lendemain. Et tous ces symptômes étaient... Il avait besoin d'oxygène, c'est tout ce dont il avait besoin, d'oxygène. Et il m'a envoyé un texto disant « Ils doivent trouver une raison pour me garder. » Parce que son oxygène était bon, ses résultats étaient bons, et la raison était le Remdesivir. Il s'agissait d'un produit expérimental, et je savais que chaque dose coûtait plus de 3 000 $. Les patients Covid rapportent-ils plus d'argent aux hôpitaux? Selon l'article 3710 de la loi CARES, les hôpitaux reçoivent du gouvernement un remboursement supplémentaire de 20% pour chaque patient Medicare hospitalisé. Les hôpitaux sont donc incités à utiliser des médicaments toxiques qui tuent les patients. Les hôpitaux ont réalisé d'énormes gains financiers lorsque ces patients mouraient au début du traitement en 1 ou 2 jours après avoir été soumis à ces protocoles. Mais vous savez quoi? L'hôpital recevait l'argent à l'avance parce que j'avais autorisé les compagnies d'assurance à payer l'hôpital. Chaque patient admis avec un diagnostic Covid permettait un bonus de 20%. S'il était mis sous Remdesivir, une nouvelle technologie, les codes des nouvelles technologies donnent lieu à un bonus supplémentaire de 20% en raison du risque lié à une technologie qui n'a pas encore fait ses preuves. Medicare rémunère les hôpitaux selon un code de diagnostic DRG. Chaque patient en reçoit un à sa sortie de l'hôpital et il tient compte de ce qui lui a été diagnostiqué et traité. Bien qu'il n'y ait pas encore de code spécifique pour le Covid-19, PolitiFact, vérificateur des faits indépendant, indique que le paiement moyen pour des pathologies similaires est de 13 297 $. Pour les cas graves nécessitant un respirateur artificiel et des séjours prolongés, ce montant atteint 40 218 $. De plus, la loi fédérale CARES stipule que Medicare versera 20% de plus que le DRG de base. Plus une personne meurt rapidement dans le cadre de ce protocole, plus l'hôpital gagne gros. Il suffit d'examiner les aspects économiques de la question. Si le patient reste 2 semaines, l'hôpital gagnera moins d'argent. Si le patient meurt plus vite, vous gagnerez plus d'argent. Revenons un peu en arrière, car rappelez-vous, il y a eu un confinement qui a privé la médecine allopathique, la grande médecine, de tout argent pendant 3 mois. Et ils étaient alors désespérés de ne pas pouvoir faire de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et ainsi, vous avez des incitations à plusieurs niveaux. Pour un diagnostic Covid, une admission Covid, un traitement Covid, un décès Covid, c'était une incitation financière. Ces incitations perverses signifiaient que les patients qui n'étaient pas concernés par le Covid, qui n'ont jamais été hospitalisés à cause du Covid, ont reçu un diagnostic Covid. Vous l'avez probablement vu sur les réseaux sociaux, l'affirmation que les hôpitaux étiquetaient faussement des patients comme Covid pour gagner plus d'argent de Medicare financé par vos impôts. Eh bien, à l'époque, il fallait avoir des symptômes pour obtenir un test PCR. Quasiment aucun patient ne l'avait. Puis, lorsqu'ils sont devenus aisément disponibles, le CDC a déclaré que chaque hôpital pouvait réaliser ses propres tests. Nous les avons donc réalisés en interne et les hôpitaux n'ont pas eu à les envoyer à un laboratoire et à attendre 1 semaine avant d'obtenir les résultats. Nous pouvions donc en faire en permanence. Ainsi, 80% de nos patients sont devenus Covid positifs, symptomatiques ou non. Un patient Medicare souffrant de pneumonie sans Covid rapporte environ 7 700 $ à l'hôpital. Mais avec le Covid, cela passe à plus de 9 200 $. Un patient Medicare atteint d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë nécessitant un respirateur artificiel sans Covid, la facture s'élève à 34 000 $. Mais avec le Covid, ce patient Medicare vaut maintenant près de 40 000 $. J'ai été très contrarié lorsque j'ai introduit le test et que nous avons commencé à en effectuer des centaines et des milliers par semaine. Nous avions parfois jusqu'à 30% de résultats positifs et le nombre de cycles signifiait que nous devions les faire tourner longtemps avant de pouvoir même détecter ce virus ou le code. Ainsi, les gens étaient envoyés à l'hôpital avec quelque chose qui n'était très probablement pas vrai. Savez-vous qu'il faut un délai de 10 jours après le premier test avant de le refaire pour s'assurer que vous n'êtes pas positif?
Eh bien, on faisait des tests sur des personnes positives tous les jours et tous étaient envoyés à la santé publique, comme de nouveaux chiffres, même s'il s'agissait d'une seule et même personne. Autre chose qui n'allait pas du tout, lorsque je signalais un test négatif, on m'envoyait 5 autres échantillons à analyser. Et je disais que je l'avais déjà fait. Ils m'ont dit que ce n'était pas grave, mais il fallait le faire. J'avais jusqu'à 10 échantillons par patient et par jour à analyser. Ce que je n'arrivais pas à comprendre, c'est que normalement, on n'effectue pas les tests plusieurs fois, encore et encore. Et j'ai compris plus tard qu'ils allaient à la pêche aux positifs. Lorsque vous effectuez un test PCR, que vous laissez simplement la machine fonctionner jusqu'à 35, ce qu'elle fait tout le temps, et que vous comptez ensuite comme positif tout échantillon qui atteint un certain niveau d'amplification, sans savoir où se situe le niveau 0, vous obtenez bien sûr un taux de faux positif de 60%. Ceux qui sortaient à 38, 48 ou 42 cycles étaient probablement des déchets qui se trouvaient dans l'environnement. Et les médecins avaient les mêmes indications dans la documentation. Je ne comprends pas, c'est comme si les patients n'avaient rien que je puisse traiter. Continuez à faire le test PCR. Ils continuent à être positifs et ils n'ont rien d'anormal. Et c'est ce qui se passait. Ils faisaient 6, 7, 8 tests. Tous positifs. Mais le patient n'avait rien d'anormal. Et le médecin était vraiment confus. Parfois, ils faisaient 4 ou 5 tests et obtenaient un tas de résultats négatifs. Puis ils obtenaient un résultat positif. Ils prenaient celui-là et traitaient le patient pour Covid. J'ai observé des gens qui arrivaient et recevaient soudain un test PCR positif. Et leur taux de cortisol montait en flèche. Lorsque votre taux de cortisol augmente, le système immunitaire s'effondre. Les gens étaient littéralement terrifiés. Et ils faisaient pression sur les gens pour les placer sous respirateur artificiel, car cela rapportait bien plus d'argent. Les données montrent que le Remdesivir a un effet positif significatif très net sur la réduction du temps de guérison. De nombreux essais ont montré qu'il ne présentait aucun avantage. Quant aux données probantes relatives au Remdesivir, si l'on extrait les essais réalisés par des chercheurs indépendants sans conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, on ne constate aucun avantage. Les seuls qui montrent qu'il y a un bénéfice sont ceux qui ont un conflit d'intérêt important avec l'industrie pharmaceutique. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein du groupe de 23 experts, des NIH votants, environ 18 experts ont des liens financiers avec Gilead. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Cela signifie que l'argent nous intéresse plus que les patients. Le principal critère d'évaluation était le temps de rétablissement, c'est-à-dire la capacité à sortir de l'hôpital. Tout d'abord, je suis heureux que vous abordiez la question du Remdesivir. Un médicament horrible. Malheureusement, je l'ai utilisé au début, car je ne connaissais rien d'autre, et c'était le médicament autorisé, mais c'était en novembre 2020. L'OMS a publié une mise en garde indiquant que le Remdesivir était dangereux pour les maladies du foie et des reins. Mais les États-Unis ont ignoré cette mise en garde. Le Remdesivir a rapporté 873 millions de dollars à Gilead au cours du trimestre. L'OMS et un certain nombre de médecins ont déclaré dans un article du British Medical Journal qu'ils ne recommandaient pas le Remdesivir, le traitement de Gilead qui a été utilisé dans les hôpitaux. Les résultats provisoires de l'essai montrent maintenant que les deux autres médicaments de l'essai, le Remdesivir et l'interféron, n'ont que peu ou pas d'effet sur la prévention des décès dus au Covid-19 ou sur la réduction de la durée d'hospitalisation. Ça sera la norme des soins. Gilead avait demandé en fait un nouveau bonus technique pour le Remdesivir, si bien que le nouveau code à cet effet est sorti en avril. C'est ce qui a permis de lancer les protocoles hospitaliers. Les gens allaient bien avec l'hydroxychloroquine qui provenait de l'opération Warp Speed et du stock national d'hydroxychloroquine.
Les hôpitaux ont bénéficié d'un don gratuit fin mars et quelques jours plus tard, le 1er avril, le nouveau diagnostic a été publié. Le bonus du remdesivir est arrivé et cela a créé une ligne d'arrêt. Nous avons donc arrêté l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Nous sommes passés directement au remdesivir, ce qui nous a permis d'obtenir les primes. Selon le journal The American Medical Association, ces primes incitent les hôpitaux à utiliser ces médicaments car, avant le Covid, les hôpitaux n'étaient généralement pas remboursés par Medicare pour ces médicaments coûteux. Le remdesivir a été développé au départ pour traiter Ebola et a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la part de la FDA américaine en mai 2019. 4 médicaments ont été testés pour traiter Ebola. Le remdesivir a tué plus de patients que le placebo. Et le comité de surveillance de la sécurité des données a interrompu l'étude. Alors que 53% des patients sont morts dans l'essai avorté sur le virus Ebola, le médicament a été repositionné. C'était un médicament contre Ebola qui avait échoué, qui a fait plus de mal que de bien lors des essais. Il était encore sous brevet et c'était le médicament privilégié de Fauci. La majorité des décès dans les hôpitaux ont été causés par Anthony Fauci. Parce que son NIH a établi des protocoles que les systèmes hospitaliers devaient respecter pour obtenir des primes, de grosses primes, beaucoup d'argent, 3 000 $ pour la mise en place d'une intraveineuse de remdesivir. Boum, 3 000 $. Mais devinez quoi? En plus, il y avait une prime de 20% sur tous les séjours à l'hôpital. Cela représente des centaines de milliers de dollars. Les données montrant que le remdesivir tuait les patients plus que le placebo étaient si accablantes qu'il a dû être arrêté. Et cela a été publié dans le New England Journal fin 2019. Il est difficile de comprendre pourquoi c'est devenu la norme ici. On observe un contrôle hiérarchisé dans ce pays où les agences ont un pouvoir excessif. Les médecins semblent avoir cessé de réfléchir, obéissant aux directives, sans poser de questions ni faire preuve de scepticisme ou de résistance. Ce médicament a ainsi été administré à tous les patients hospitalisés, ce qui est absolument absurde. Et sans fondement scientifique, il n'y a aucune justification rationnelle pour utiliser systématiquement le remdesivir chez tous les patients. Si un patient souffre d'insuffisance cardiaque congestive ou d'insuffisance rénale, ses poumons sont remplis de liquide, car les reins et le cœur ne parviennent pas à se débarrasser de ce liquide. On leur donnait de l'oxygène en supplément pour pousser l'oxygène à l'intérieur. Le respirateur forçait l'entrée de l'oxygène qui effondrait leurs poumons et ils mouraient un jour ou deux après avoir été soumis à ces protocoles. Tout ça n'était qu'une question d'argent. Dès qu'ils ont vu qu'ils recevaient des primes pour les tests PCR, tout ça c'était pour l'argent. Rien que l'argent. Cela a tout changé? Oui. Tout. Oui, ce n'est qu'en enquêtant sur où allait l'argent de la loi CARES, destinée à alléger le Covid, que nous avons suivi cet argent, depuis le ministère des Services sociaux jusqu'aux différentes agences, y compris le CDC et le NIH, et ensuite vers les hôpitaux pour les remboursements. Nous avons d'abord découvert que la CMS avait émis une série de dérogations permettant aux hôpitaux de réaliser des actes qu'ils n'auraient normalement jamais été autorisés à faire. De fait, s'ils avaient fait ce que les dérogations de la CMS autorisaient, les gens auraient pu les poursuivre en justice et mettre en péril les moyens financiers de ces hôpitaux. J'ai demandé quel était le pronostic d'une personne mise sous respirateur. Il m'a répondu que seuls 20% s'en sortaient vivants. C'est alors que son infirmière s'est mise à pleurer. Elle avait une fille qui s'appelait Grace. Elle savait que si j'acceptais de la mettre sous respirateur, Grace allait mourir. Il m'a dit « Une chance de 20%, n'est-ce pas mieux que pas de chance du tout ?» Respirateur, respirateur, respirateur. Je ne savais pas ce que c'était il y a quelques semaines. Au-delà d'une connaissance superficielle, j'en sais trop sur eux aujourd'hui. Nous avons découvert, au cours de nos recherches sur les dérogations, ce que l'on appelle les DRG, c'est-à-dire les groupes de diagnostic. C'est ainsi que les hôpitaux ont facturé. Depuis le début, on leur a appris à facturer ces groupes de facturation avec les codes de CIM10 définis juste pour le Covid. Chaque chose que l'hôpital faisait à un patient se voyait attribuer à un DRG.
Si le patient entrait à l'hôpital avec des difficultés à respirer, on lui attribuait ce groupe de diagnostic avec un montant X. Ensuite, si le patient était diagnostiqué Covid, on lui attribuait un DRG et une autre allocation de fonds. Il y avait parfois des centaines de DRG par patient. Et chacun d'entre eux rapportait des primes, des dollars aux hôpitaux. Lorsque les gens ont commencé à dire que les hôpitaux recevaient un montant X pour les respirateurs, ce n'était qu'une hypothèse pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous trouvions le DRG qui le prouvait. C'est alors que nous avons découvert tous les DRG qui versaient de grosses sommes d'argent pour tout ce qu'ils faisaient aux patients, parfois jusqu'à $1 million par patient. Ils avaient l'intention de la mettre sous respirateur, car ils savaient que si elle était ventilée, l'hôpital gagnerait de l'argent à sa mort. Elle a dit « Je veux quitter cet hôpital. Vous me tuez. Je veux partir d'ici. » Ils n'ont pas voulu lui signer les papiers pour qu'elle puisse sortir de l'hôpital. Ils voulaient qu'elle reste sous respirateur et qu'elle meure à l'hôpital. Le 3e jour, ils l'ont mis sous respirateur. Et mes recherches montrent que la plupart des hôpitaux ont reçu entre 300 et 400 000 $ du fonds Covid pour l'utilisation d'un respirateur. Ainsi, selon moi, un patient désigné Covid rapportera à l'hôpital, à l'administration médicale, entre 1 et 5 millions de $. Ils l'ont torturé pendant 71 jours. Chaque jour, il me harcelait me disant qu'elle devait être mise sous respirateur et que c'était juste pour un petit moment. Elle n'y restera pas longtemps. J'ai demandé s'il s'agissait de votre enfant. Vous la mettriez sous respirateur? Et il m'a dit oui. Cela m'a convaincu. Si le médecin l'aurait fait pour son enfant, je pouvais le faire aussi. Comme je vous le disais, nous avons eu tellement d'histoires horribles. Je dis bien horribles. Pouvez-vous me dire ce que vous avez vu sur place? Ce que j'ai vu, c'est que presque tout le monde dans l'unité de soins intensifs était sous respirateur. Toutes les infirmières disaient que ceux sous respirateur n'en sortaient jamais vivants. Tout le monde s'accordait à dire qu'il ne fallait pas mettre ses proches sous respirateur, si on pouvait l'éviter. Au bout des 6 ou 7 premiers mois, j'ai entendu dire à l'hôpital qu'il ne fallait pas mettre ses patients sous respirateur, car ils avaient une chance sur 2 de s'en sortir. C'était vraiment une nouvelle façon de faire de la médecine. Avant, si quelqu'un était vraiment très malade, vous lui disiez d'aller aux urgences, s'il ne respirait pas très bien, mais là, les urgences étaient le dernier endroit où on voulait qu'il aille. Personne ne voulait y aller. Je m'occupais donc de patients gravement malades à domicile. Je me rendais chez eux et je leur donnais tous les soins nécessaires. Nous faisions tout pour éviter que quelqu'un n'aille à l'hôpital, car ceux qui allaient à l'hôpital, on leur donnait du remdesivir, qui pouvait bloquer les reins. On les mettait sous respirateur, puis il fallait faire des dialyses, un cercle vicieux. Et la plupart d'entre eux mouraient. Très peu quittaient le respirateur. Nous avons très vite remarqué que le taux de réussite de l'amélioration de ces patients était proche de 0. La plupart du temps, leur état se détériorait et ils mouraient. Nous perdions 1 à 2 patients par jour. Et les lits n'étaient jamais vides longtemps. Ils ont une sorte d'intranet pour les employés. C'est comme votre page d'accueil que tout le monde peut voir lorsque vous vous connectez, chaque fois que vous allez sur un ordinateur. C'est là qu'ils mettaient les messages. À un moment donné, ils ont envoyé un message disant que les réglages FiO2 des respirateurs ont tué des gens. Nous ne savions pas comment traiter le Covid. Nous avons donc essayé ces réglages de respirateurs en pensant que c'était ainsi que nous allions traiter le Covid. Mais apparemment, le réglage FiO2 tuait en fait les gens qui étaient sous respirateur. On va donc arrêter de le faire. On a appris que ça ne fonctionnait pas et qu'il y avait besoin d'ajustements. Cela m'a choqué. J'avais entendu des rumeurs comme quoi des patients sous respirateur étaient tués à l'hôpital, ce qui me paraissait logique, car nous n'avions jamais eu de cas de grippe ou de pneumonie avec un patient sous respirateur pendant un mois sans pouvoir le sauver. L'infirmière responsable de l'étage, qui s'appelait Pam,
est venue et nous a demandé 3 fois. C'était avec ma mère. Elle nous a dit « Avons-nous votre permission pour le respirateur ?» Et la 3e fois qu'elle nous l'a demandé, j'étais tellement agité que je ne comprenais pas. C'était le 11e jour. Pourquoi ne nous a-t-on pas posé la question? Et pourquoi vous la posez encore et encore? Et je lui ai dit, malheureusement, je vais rentrer chez moi à Birmingham, à 1 heure de route, changer de vêtements et je serai de retour vers 20 h. Au moment où j'ai franchi la porte, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient mis mon père sous respirateur. Sur le chemin de l'hôpital, nous avons parlé des respirateurs et il m'a dit qu'il ne voulait pas de respirateur, à moins d'une urgence absolue, s'il ne pouvait plus respirer du tout. Il a dit, s'il devait le faire, je t'appellerai ou je t'enverrai un message. Dans tous les cas, je te contacterai avant. Dès que j'ai raccroché le téléphone avec le médecin, j'ai de suite envoyé un SMS à mon mari. Je lui ai demandé ce qui se passait. Non lu. Il ne m'a pas répondu, il ne m'a pas appelé. Ce n'était pas le genre de Robert. Il m'aurait appelé. Il m'aurait envoyé un message. Je pense vraiment qu'il l'avait déjà mis sous respirateur. Ce médecin m'a appelé pour me dire de convaincre mon mari de se faire ventiler. J'ai refusé. Son taux d'oxygène était de 90%. Pourquoi ferais-je ça? Il m'a ensuite dit, « Madame, pour être honnête avec vous, nous avons dit à votre mari que nous allions le placer sous respirateur avec ou sans son consentement. » Je suis resté bouche bée et j'ai dit, « C'est illégal. » Et il m'a raccroché au nez. Personne n'était joignable. Toute communication avec mon mari était impossible. J'ai appelé l'hôpital, on m'a dit que toutes les infirmières étaient en isolement et que personne ne pouvait prendre d'appel. 2 heures plus tard, le même médecin m'a appelé et m'a fait savoir qu'il avait mis mon mari sous respirateur il y a 2 heures. Ils nous ont demandé de le laisser partir. Ils nous disaient aussi qu'il n'y avait pas d'espoir, que seul un miracle pouvait le sauver, qu'il fallait envisager le pire. Alors, que voulait-il que vous fassiez? Pensez-y. Que deviez-vous faire? Le débrancher, je suppose? La réunion n'a eu lieu qu'avec un médecin et un administrateur de l'hôpital. Et elle a surtout évoqué les soins palliatifs. Nous n'avons jamais pu parler à un médecin en 24 jours. La seule infirmière à laquelle nous ayons parlé travaillait aux soins palliatifs. Elle nous a appelés pour nous demander si nous voulions qu'il soit réanimé, ce qui nous a dévastés, car nous avions l'impression qu'il allait mieux. J'attendais à son chevet et tout à coup, une femme est entrée et m'a dit qu'elle venait des soins palliatifs. J'ai répondu, « Pourquoi êtes-vous ici? Nous n'avons pas besoin de vous. » Ils ne vous ont pas dit que je venais? Ils voulaient que nous supprimions les soins. Nous avions déjà décidé de ne pas le faire. Si Dieu veut le ramener à la maison, c'est possible, mais nous ne supprimerons pas les soins. J'ai reçu un appel d'une infirmière qui m'a dit « Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Elle ne rentrera pas chez elle. Les patients Covid restent ici. On leur donne un dernier repas à la fin des traitements et ils meurent ici. » J'ai dit « Il faudra me passer sur le corps pour faire ça à ma mère. Elle rentre à la maison. » Tout ce que nous voulions, c'est qu'elle soit entourée de gens qui l'aiment et qui se soucient d'elle. Nous n'allions pas la laisser mourir dans cet endroit maléfique, abandonnée de Dieu. Ils ont appelé à 2 heures du matin, ce dimanche-là. « Attendez, que se passe-t-il » Et elle a dit « Votre mari ne va pas s'en sortir. » J'ai répondu « Que voulez-vous dire? Je le ramène à la maison lundi. » J'ai reçu un appel du médecin qui m'a dit « Après votre départ, Kenny a été très malade. Il m'a demandé si je pouvais revenir à l'hôpital. » J'ai dit « Oui, je peux venir. » Je lui ai dit que mon fils pouvait m'emmener. J'ai eu l'impression que j'allais voir mon mari mourir. Elle et moi sommes allés à l'hôpital le matin où papa est décédé. Ils nous ont appelés parce que son souffle était très faible. Ils nous ont dit que c'était imminent, que si nous voulions être là quand il mourrait, nous devions y aller. Il était 6h30 du matin. Et nous sommes montés dans la voiture, nous nous sommes précipités, nous avons couru à l'intérieur. Ils ne nous ont pas laissé prendre l'ascenseur car l'ascenseur n'ouvrait pas à l'étage Covid avant 7 heures.
J'ai dit, mon père est littéralement en train de mourir à l'étage. Il faut que j'y aille. Ils m'ont dit, vous allez devoir prendre un autre chemin. Ils nous ont donc fait traverser l'hôpital. Le temps qu'ils fassent ça, nous avons manqué son dernier souffle de 2 minutes. Je suis entré dans la chambre, mon mari était étendu, là, mort. Personne ne m'avait dit qu'il était décédé. Ils m'ont laissé entrer dans la chambre, sans me prévenir, sans m'expliquer. Ils m'ont juste laissé entrer et je l'ai retrouvé étendu mort. Mais oui, j'étais allongé dans le lit avec elle quand elle a rendu son dernier souffle. Elle était sous respirateur. Elle n'a pas pu rendre son dernier souffle, c'est juste la machine qui ne la maintenait plus en vie. J'ai pu rester avec Kenny. À mon arrivée, il était encore chaud. J'ai grimpé dans le lit et j'ai serré mon mari dans mes bras pour la toute dernière fois. Je suis resté avec lui jusqu'à ce qu'il devienne froid. Je l'ai embrassé pour une dernière fois avant de partir. Et j'ai enterré mon mari le lendemain de notre anniversaire. C'était le matin du 6 octobre. Ils sont entrés et ils l'ont débranché du respirateur. Et sa mère était d'un côté du lit et lui tenait la main. J'étais de l'autre côté et il respirait tout seul. J'étais presque comme, oh je ne sais pas, c'était comme une sorte d'espoir. Je me disais peut-être qu'il va bien, peut-être qu'il se trompe. Je sais qu'elle l'a pensé aussi. Nous lui avons tenu la main 2 heures en écoutant sa respiration et à 13h09, ils ont enlevé son masque. Il a dit en gros, vous pouvez le regarder mourir à travers une fenêtre comme celle-ci. Je ne connais aucun conjoint qui puisse faire ça, aucun enfant ou parent qui puisse faire ça. Le médecin nous a appelés, Cindy et moi, peu après 10 heures, en nous disant « Qu'avez-vous décidé concernant le respirateur ?» Nous avons dit que nous ne donnions pas d'autorisation préalable pour cela. Pendant que nous étions au téléphone, l'infirmière a augmenté le Precedex jusqu'à la dose maximale autorisée. Pendant notre appel, nous avons raccroché à 10h55. À 10h56, il a inscrit un ordre illégal de ne pas réanimer sur le dossier de Grace. Jessica nous a appelés paniqués. « Papa, les constantes de Grace chutent énormément. » J'ai dit « Fais venir les infirmières. » Elle a dit « J'ai essayé, mais elles refusent. » Nous étions en appel vidéo et Cindy et moi avons commencé à crier « Sauvez notre fille !» Et ils nous ont répondu de l'extérieur de la chambre « Elle est NPR !» Nous ne comprenions pas. Alors nous avons crié « Elle n'est pas NPR, sauvez notre fille !» Personne ne voulait entrer dans la chambre. Et nous l'avons regardé mourir lors de cet appel vidéo à 19h27, le 13 octobre 2021. Le Washington Post rapporte que certains hôpitaux du pays envisagent d'adopter une politique universelle de non-réanimation pour les patients atteints du virus. Un hôpital de Chicago affirme vouloir l'appliquer sans tenir compte des souhaits du patient ou des membres de sa famille. Tout d'abord, le taux de survie des personnes qui font un arrêt cardiaque à l'hôpital est très faible. Car rappelez-vous, on a surveillé les patients tout du long. Donc si son cœur s'arrête ou s'il arrête de respirer, on sait en quelque sorte qu'il est déjà très malade. Si vous ne pouvez en sauver autant que vous le souhaitez et que vous exposez beaucoup plus de personnes, ce qui les sortirait du système pour aider les autres. C'est une idée que l'on envisagerait en zone de guerre. Mais il me sera très difficile en tant que médecin de ne pas tenir compte des souhaits d'un patient ou de sa famille et de le laisser mourir si j'ai les outils nécessaires. Lorsque le moment est venu pour mon père de mourir à l'hôpital, ils n'ont autorisé que 2 personnes à y aller. Il est donc mort seul. Mon père est mort seul, de la pire façon qui soit. Et c'est horrible, parce qu'il n'y a pas de responsabilité, et que la culpabilité et les regrets nous incombent. Vous avez amené votre proche dans un endroit où il était censé recevoir de l'aide.
Il m'a dit qu'il m'aimait quand j'ai quitté l'hôpital, mais les derniers mots que j'ai entendus de sa bouche, c'est quand le médecin m'a appelé pour me dire qu'il devait l'intuber. Et je l'ai entendu dire « Que voulez-vous que je dise à votre femme ?» Et je l'ai entendu dire d'une voix très forte, et ce, soi-disant avec un taux d'oxygène de 50%, mais d'une voix très forte, il a dit « Dites-lui que j'essaie ». Les derniers mots qu'il m'a dit ont été « Je t'aime ». Et c'était le mardi après que nous l'ayons fait admettre le lundi. Je n'ai plus jamais eu l'occasion de lui parler ensuite. Mes enfants lui parlaient et ils disaient quelque chose, mais ils n'ont pas approché le téléphone de sa bouche pour que je puisse entendre ce qu'il disait. C'est ce qui me dérange encore aujourd'hui, car je ne sais pas quel a été le dernier mot qu'il m'a dit ou qu'il nous a dit. Quelle est la dernière chose que votre fille vous a dite? Maman, ne me quitte pas. Maman, reste. J'ai attendu qu'elle s'endorme et je l'ai embrassée. Ils m'ont mise sur haut-parleur avec mon mari. Je lui avais dit que je l'aimais et de ne pas avoir peur. Il m'a répondu « Je t'aime ». Il m'a dit 2 fois « Je t'aime » et c'est la dernière fois que je lui ai parlé. Je t'aime. Maintenant le deuxième. Il a dit qu'il allait. Et à ce moment-là, ils lui ont mis le respirateur. Oui, encore une fois, il est tout seul. Il n'y a personne. Il m'a dit au revoir. Il m'a dit qu'il allait mourir. Je te vois. Il sait qu'il va mourir. Je t'aime trop. C'est ce qu'il a fait. Il m'a dit, ils vont me ventiler. Je sais que je vais mourir. Je t'aime. Oui, c'est ce qu'il a dit à ma mère. Parce qu'elle a été admise avec des signes vitaux normaux. Juste une toux. J'étais juste une maman inquiète. Et c'est ce qu'ils lui ont fait. C'est ce qui a détruit son corps. Détruit. C'est incroyable. Vous êtes peut-être en train de regarder ce film et vous vous dites, ce n'est pas possible. Je n'y aurais jamais cru si je ne l'avais pas entendu. Pas une, pas deux, mais des centaines et des centaines de fois. Et encore maintenant, alors que je fais cette interview, j'en ai 40, 50 par semaine sur les décès liés à ce protocole Covid. Combien en ont-ils tué? C'est énorme. Ce sont des meurtres de masse, à un niveau difficile à concevoir. Et puis, il m'appelle à 7h30 du matin, le lendemain. Il me dit, nous avons de l'oxygène, 2 concentrateurs d'oxygène. J'ai les moyens de m'occuper de toi. Je vais venir te sortir de l'hospice et essayer de te sauver la vie. Tu veux partir? Et moi j'ai dit, oui bien sûr. Si je reste ici, je vais mourir. Mon mari est arrivé avec une lettre de cessation et de désistement de notre avocat. Ils m'ont disputé. Un sergent m'a dit, elle est à l'hôpital, elle n'a pas besoin de contrôle social, elle va bien. Il a dit qu'il allait devoir me taser et me traîner hors d'ici. Je ne partirai pas sans toi. Et quand ils ont commencé à te dire de sortir, tu l'as regardé, tu as dit, je ne vais nulle part. Vous n'allez pas tuer ma femme, ce n'est pas votre cobaye. Finalement, ces 2 médecins sont arrivés, elle a dit, il ne peut pas s'occuper de vous, il ne peut pas gérer votre oxygène. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi? Il m'a répondu oui. Et j'ai dit, j'ai confiance en mon mari. Je vais rentrer chez moi avec lui aujourd'hui. Parce que je préfère mourir de ses mains, lui essaie de me sauver, que d'être assassiné par les vôtres. Je veux rentrer chez moi. La police est arrivée et je leur ai dit, vous allez devoir décider aujourd'hui si je suis une patiente ou une détenue. Il n'y a pas moyen que les gens puissent regarder toutes ces vidéos, voir cette tournée en bus et tous ces gens. Et je veux dire que vous rendez irréfutable le fait que cela se produise. J'ai interrogé le médecin sur l'ivermectine
Et il m'a dit, ce n'est pas prouvé. Et je savais déjà que plus de 54 études prouvaient que ça marchait. Nous avons demandé de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine, mais l'hôpital a refusé. On m'a refusé tout ce que j'ai demandé. Tout. Il y avait tant de choses qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu. Nous nous sommes battus pour l'ivermectine et pour tant d'autres choses. Ils n'ont pas voulu nous l'accorder. À la seconde où tu mentionnes l'ivermectine, c'est fou. Tu as une tête de cheval fou, même si cela a été approuvé par l'OMS, comme l'un des médicaments les plus sûrs. Et puis, cela dit, ils n'administraient pas d'ivermectine, alors que le patient et la famille n'arrêtaient pas d'en demander. J'ai dit, s'il vous plaît, donnez-lui de l'ivermectine. S'il vous plaît, donnez-lui de l'hydroxychloroquine. 10 000 mg de vitamine C liquide. Ma mère l'a demandé. Ils ont refusé. Et l'ivermectine, il m'a ri au nez. Il a dit non, non, nous n'utilisons pas ça ici. Si vous n'avez pas de sabots, si vous ne portez pas de selle pour travailler, et si vous ne restez pas au champ pour mâcher de l'herbe, ignorez le bruit des médias sociaux. Ivermectine, c'est un vermifuge pour chevaux. La FDA nous rappelle cette semaine de ne pas utiliser de médicaments destinés aux animaux de ferme. Voici ce qu'il faut savoir sur la FDA. La FDA ne pratique pas et n'a jamais pratiqué la médecine. La FDA détermine comment les entreprises mettent sur le marché et commercialisent des produits pharmaceutiques. L'utilisation dépend à 100% de nous. Mais en fin de compte, nous médecins sommes chargés du meilleur choix pour nos patients, selon notre expérience et notre jugement. Et nous pouvons littéralement utiliser tout ce qui nous semble essentiel et important pour lesquels les bénéfices dépassent les risques pour nos patients. L'ivermectine est un antiparasitaire efficace qui existe depuis très longtemps. Jamais la science n'a été aussi dérangeante que celle qui sous-tend l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Car ces deux médicaments n'étaient plus brevetés, ils étaient sûrs, utilisés depuis des décennies, disponibles partout et menaçaient donc tout ce qu'ils essayaient de faire. Nous avons vu comment l'hydroxychloroquine et l'ivermectine et d'autres traitements ont été calomniés et rendus très difficiles d'accès alors qu'il s'agissait pour beaucoup de gens de traitements très efficaces. Mais un traitement efficace interdisait une autorisation d'urgence pour un vaccin. Les pouvoirs en place, les Tony Fauci du monde entier, empêchaient ces thérapies de voir le jour. Car s'il existait une thérapie efficace, il était impossible de faire breveter de nouveaux médicaments, des produits biologiques et des vaccins dans le cadre d'une autorisation d'urgence. L'autorisation d'utilisation d'urgence signifie qu'un traitement, un vaccin ou autre est utilisé dans un contexte d'urgence sans homologation et que son efficacité n'est pas garantie. Il n'est pas absolument certain qu'il soit efficace, ou ils peuvent être efficaces. Cela signifie en outre qu'ils sont soumis à la loi PrEP de 2005 sur la préparation aux situations d'urgence. L'une des choses les plus importantes est que vous ne pouvez poursuivre ni le fabricant, ni le médecin qui a prescrit le produit, ni les représentants du gouvernement qui ont mis ça en place. Le succès fut retentissant. Ils ont utilisé toutes les astuces de ce manuel. D'ailleurs, ce manuel a été inventé par l'industrie du tabac dans les années 50, lorsque des données scientifiques ont commencé à apparaître et à gêner l'industrie du tabac, le cancer et tous les dommages causés par le tabac. C'est ainsi que pendant 50 ans, ils ont essayé de convaincre le monde entier que le tabac était inoffensif. Ils ont utilisé des médecins pour ça. Camel. Oui, selon cette enquête, les médecins sont plus nombreux à fumer des camels que toute autre cigarette. J'ai vu la même chose, mais en sens inverse avec l'ivermectine. Ils l'ont politisé et diabolisé. Et énormément de gens sont morts inutilement parce qu'ils ne connaissaient pas son efficacité. Les opposants affirment que la science qui sous-entend l'ivermectine est claire. En fait, nous avons reçu une démonstration de la façon dont elle défend le sang contre le virus. Ne le faites pas, il n'existe aucune preuve de son efficacité. Et comme vous l'avez mentionné, cela pourrait avoir des effets toxiques pour les gens qui se sont rendus dans les centres antipoison, car ils ont pris le médicament à une dose ridicule et sont tombés malades. Aucune preuve clinique n'indique que cela fonctionne. Cela n'empêche pas le célèbre podcasteur Joe Rogan de promouvoir ce médicament en lui attribuant le mérite de l'avoir aidé à se rétablir rapidement du coronavirus.
Ce soir, Joe Rogan, un podcasteur extrêmement populaire, a annoncé sur les médias sociaux qu'il avait le Covid. Il s'avère que j'ai attrapé le Covid. Nous avons immédiatement utilisé toutes sortes de médicaments possibles, des anticorps monoclonaux, de l'ivermectine. L'un des médicaments qu'il a mentionné, l'ivermectine, est plus souvent utilisé pour vermifuger les chevaux. Bien. C'est un vieux ver, le cheval Rogan. Je suis content que tu ailles bien. Est-ce que je dois poursuivre CNN? Je ne sais pas, tu penses? Il raconte des conneries. Il n'arrête pas de dire que je prends du vermifuge pour chevaux. Je l'ai obtenu d'un médecin. Notre correspondant médical en chef, le docteur Sanjay Gupta, s'est entretenu 3 heures avec le controversé animateur de podcast Joe Rogan hier soir. Rogan reste sceptique à l'égard des vaccins, bien qu'il ait contracté lui-même le Covid. Cela vous dérange-t-il que la chaîne d'info pour laquelle vous avez travaillé a carrément menti sur le fait que vous ayez pris un vermifuge pour chevaux? Il n'aurait pas dû dire ça. Pourquoi l'ont-ils fait? J'en sais rien. Rogan disant à ses 13 millions de followers Instagram qu'il a été traité avec plusieurs médicaments, dont l'ivermectine. Un médicament pour le bétail. La FDA et le CDC mettent en garde contre son utilisation pour traiter le Covid. Il se trouve que j'ai attrapé le Covid. Regarde, ils ont mis aussi un filtre jaune. Nous sommes passés immédiatement par la cuisine. Vous avez vu la vidéo originale? J'ai l'air horrible. J'ai réalisé une vidéo en 3 jours. Elle est trop belle. CNN a mis un filtre pour me faire paraître jaune. Là, je suis dehors, au Texas. Il fait beau, grand soleil, et regardez ce qu'ils ont fait à mon visage. Ils ont fait croire que j'étais malade. Parce que je n'ai pas eu peur pendant toute la pandémie. Ils souhaitaient que je tombe très malade. Que j'ai vraiment eu peur et que ça me fasse une leçon. C'est le pire scénario pour eux. Je me suis remis, je n'ai été malade qu'1 jour. C'est vrai, l'ivermectine n'est plus sous brevet. Elle n'offre pas la possibilité de réaliser des profits obscènes auxquels l'industrie pharmaceutique est habituée. Si l'efficacité de l'ivermectine était connue du pays et du monde entier, elle aurait décimé les marchés de toute la campagne de vaccination ARNM. Paxlovid, Molnupiravir, anticorps monoclonaux et Remdesivir. Il s'agit de marchés qui, pour certains, pourraient bien atteindre ou dépasser les 100 milliards de dollars. J'ai dit aux gens, dès le mois d'avril, de ne pas aller à l'hôpital. Ils tuent des gens là-bas. N'y allez pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Honnêtement, je ne savais pas qu'il s'agissait des respirateurs et du Remdesivir, jusqu'à ce que je me penche sur la question plus tard et que je puisse faire tous les liens. Mais je savais qu'ils étaient en train de tuer des gens. Les patients ont donc été sous-traités, maltraités, malmenés et sont morts à cause de l'argent. Voilà à quoi cela se résume, vraiment. Il s'agissait de violations fondamentales des droits de l'homme. Regardons les choses en face. Ceux qui se trouvaient dans les hôpitaux, à cette époque, étaient des cibles faciles pour toutes les thérapies. Que les administrateurs des hôpitaux imposaient des choses et qu'ils se remplissaient les poches au passage. Je suis convaincu que nous ne devons plus jamais suivre cette voie dans laquelle la FDA, le CDC, nos politiciens, Big Pharma, etc., nous ont imposé. Non seulement ces protocoles ne marchaient pas, mais en fait, ils nuisaient, blessaient et tuaient même les patients. Nous, société et communauté médicale, nous avons échoué. Nous avons été mal guidés par les agences gouvernementales, le NIH, la FDA, le CDC, et surtout par l'argent et les protocoles. Vous êtes un être humain avec des besoins individuels. Malheureusement, beaucoup de gens ont succombé, non pas à cause du virus, mais à la négligence, à l'appât du gain et à la cupidité. L'erreur médicale est la 3e cause de décès avant le Covid. Les hôpitaux ont donc toujours été des lieux dangereux. Erreur. Surmédicamentation fréquente, interactions médicamenteuses, opérations chirurgicales bâclées, passage de garde sans transmission. Il y a toujours des risques, mais pendant le Covid, c'était des champs de bataille. Certains disent que leurs proches ont été tués dans les hôpitaux qui appliquaient le protocole Covid et que cela n'aurait jamais dû se produire. Les croyez-vous? À 100%. Je savais qu'ils tuaient des gens. Je savais qu'ils tuaient des gens à l'hôpital. J'en pleurais même la nuit. Même en pensant à mon discours d'aujourd'hui. Désolé. Il y avait tellement de morts. C'était presque insupportable. Les hôpitaux sont devenus
l'endroit où les gens venaient mourir plutôt que de se faire soigner. Ils ont séparé les nouveau-nés de leur mère. Ils laissaient les gens mourir seuls, sans qu'on puisse leur dire au revoir. Ils les ont drogués, attachés, et les gens sont morts sans pouvoir dire au revoir à leur famille. Certains ont juste reçu un appel téléphonique. Cela n'était jamais arrivé avant le déploiement du protocole Covid en 2020. Alors oui, quand ils disent qu'ils ont tué des gens, je suis d'accord avec eux. Remercions Dieu pour ces infirmières courageuses qui ont parlé du scandale qui régnait à l'hôpital, car elles ont validé ce que disaient les parents et ceux qui ont perdu des êtres chers. Beaucoup ont perdu leur licence. On leur a dit qu'elles ne travailleraient plus jamais dans la santé parce qu'elles avaient diffusé des informations fausses, mais elles témoignaient de ce qu'elles avaient vu. Je pense aux héros qui travaillaient dans les hôpitaux et qui nous ont aidés. Certains d'entre eux ont même fait sortir des patients par la porte arrière de l'hôpital. Et les infirmières le savaient, car les médecins inscrivaient en haut de leur dossier médical SLD, soins de longue durée. Et elles savaient que ce patient allait rester là jusqu'à ce qu'un test Covid soit positif et qu'il allait finir sous remdesivir, probablement sous dialyse et sous respirateur, et allait mourir. Les professionnels de la santé avaient les mains liées. Ceux qui voulaient sauver des vies quittaient massivement les hôpitaux. Ils ne voulaient pas le faire. J'ai donc décidé que si nous avions d'autres patients Covid à l'hôpital, je les traiterais non pas avec du remdesivir, mais avec le protocole MAT+. C'est ce que j'ai fait début décembre 2021. 3 nouveaux patients sont arrivés, ils avaient probablement Omicron, mais j'ai décidé de ne pas leur donner du remdesivir et j'ai été licencié le jour même. Ils ont diffamé les infirmières et les médecins qui, comme moi, ont dénoncé les abus et se sont opposés à ces obligations. Je ne peux pas rester silencieux. J'estime que ce serait rendre un mauvais service à mes patients et à nos concitoyens. Il nous reste à présent des établissements médicaux remplis de gens qui n'ont pas le courage de se lever et de faire ce qui est juste. Je suis très inquiète pour l'avenir de la médecine dans ce pays, car nous avons criminalisé et sanctionné tous les praticiens qui étaient là pour protéger nos patients et leurs familles. J'ai été inondé de demandes de traitement. Et lorsque les premiers appels sont arrivés, j'ai entendu Dieu dire que j'allais faire cela pour sa gloire et que je n'accepterai aucun paiement. Ces 3 années ont été un véritable cauchemar. Mais en tant que médecin, c'était comme répondre à une vocation, car il fallait traiter et que les médecins ne traitaient pas le Covid. C'est ce qui m'a poussé à m'impliquer et j'ai réalisé que c'était la véritable raison d'être de mon métier de médecin. Le jour de la Thanksgiving, en 2022, une infirmière de l'hôpital m'a appelé et m'a dit « Je m'apprête à emmener ce patient au rayon X. » Et je lui ai dit que lorsque je le laisserai sur la chaise près de la porte arrière, j'oublierai opportunément son dossier. J'ai appelé sa famille et ils vont l'emmener. Il va sortir par la porte de derrière, monter dans la voiture et partir. Et nous ne saurons pas où il est allé, car il doit vivre. Sa famille est venue le chercher et l'a immédiatement ramené chez lui. Un médecin travaillant dans la région l'a soigné chez lui et il a survécu. Voilà le genre de héros que ces gens étaient. Des héros. Certains qui travaillaient dans les hôpitaux n'étaient pas des méchants, que tout le monde croyait. Ils aidaient en fait. C'étaient des héros, de véritables héros. Si nous réalisons ce documentaire que vous regardez en ce moment, c'est à cause de ces personnes. Chaque personne dans ce bus, chaque photo ici, ce sont des décès. Elles ont été tuées soit par l'injection Covid, une injection approuvée, ou par le protocole hospitalier. Et c'est à cause de ceux
qui ont pris une décision pour le groupe, que nous en savons plus et que nous ferons mieux à l'avenir. Ce n'est qu'une fraction. Une fraction. Il y a la mort ici de ce qui est là-bas. Nous commençons à peine à découvrir le nombre réel de décès en Amérique et dans le monde. Il y a tellement de morts. Ce qui nous a motivés, l'équipe et moi-même, à voyager dans ce bus, ce sont ces visages qui nous regardent. Alors, en leur nom et en leur honneur, nous continuerons. Children's Health Defense continuera. Nous n'arrêterons pas tant que justice n'aura pas été rendue afin que cela ne se reproduise plus jamais. Quelques mois après le début de la tournée, j'ai appris que j'étais enceinte. C'est un sentiment tellement contradictoire entre cette grande joie qui m'est donnée, ce petit bébé, et en même temps, j'écoute des gens qui vivent des deuils et des expériences atroces. Je me demande comment je peux éprouver une telle joie, alors que ces gens ont connu tant de misère dans leur vie. L'histoire de Sawyer était si déchirante. Je me souviens que j'étais enceinte de 4 ou 5 semaines lorsque nous l'avons rencontré. Sa mère avait rapporté son urne dans le bus et s'est assise ici. Elle était tellement bouleversée. Ils avaient essayé pendant des années. Ils avaient finalement eu leur enfant miracle. Ils l'avaient vacciné et une nuit, il est décédé. Elle avait attendu des années pour l'avoir. Je suis là et j'ai reçu ce cadeau. Je suis enceinte et je ne laisserai pas la mort de Sawyer être vaine. Aucun vaccin ne touchera jamais mon enfant. Cela s'est donc complètement retourné contre eux, car avec leur action, ils ont créé tant d'antivax, ou tout ce qu'ils veulent nous jeter à la figure. J'ai une réaction viscérale face à notre mode de vie pendant ces 2 ou 3 ans. Mais cela a permis à beaucoup de personnes de se réveiller. Il y a eu un réveil. Des gens ont posé des questions qu'ils n'avaient jamais posées auparavant. De plus en plus de membres de la société commencent à se réveiller et à poser des questions très difficiles. L'incidence des problèmes de santé chroniques chez les enfants est tout simplement énorme. Toutes sortes de problèmes de santé chronique. Il y a quelque chose qui cloche. Un phénomène s'est produit qui a modifié la trajectoire des soins de santé de nos enfants. Il faut tenir compte des vaccins, car il s'agit de profits énormes pour les fabricants de vaccins. Ils veulent continuer à en produire pour tout ce qu'ils peuvent, et ils veulent les inscrire au calendrier. Ils ont militarisé et légalisé l'obligation de ces vaccins, et nos pauvres enfants, juste pour aller à l'école, doivent subir une batterie d'injections que de nombreux parents refusent. Ils savent que c'est dangereux. Nous savons aujourd'hui que les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé que les enfants vaccinés. Mes enfants ont été vaccinés, je n'y ai jamais réfléchi à 2 fois. Puis, avec l'arrivée du Covid, j'ai commencé à remettre cela en question. Je réalise à présent qu'aucun de ces vaccins pour enfants n'a jamais fait l'objet d'un essai contrôlé par placebo. Nous ne savons pas s'ils sont efficaces, nous ne savons pas s'ils sont sûrs. Et si je pouvais revenir en arrière, je réfléchirais très sérieusement avant de vacciner mes enfants.
En avez-vous fini avec les vaccins? Absolument, nous n'en ferons plus. Toute pandémie, toute future pandémie, des propos alarmistes, du travail. L'un d'entre vous se soumettra-t-il encore à un vaccin quelconque? Non, non. Pensez-vous qu'il existe un vaccin sûr et efficace? Non. Je suis maintenant sceptique à l'égard de la plupart des vaccins. À 69 ans, je ne me ferai plus jamais vacciner. Chaque semaine, je vois 4 à 8 personnes qui ont souffert d'un effet indésirable des vaccins. Personnellement, je ne le ferai pas. Avez-vous vu l'état de santé des non-vaccinés? Oui. Pour moi, c'est le plus intéressant. C'est étonnant de comparer des populations qui n'ont jamais été vaccinées au reste d'entre nous. J'ai vu et lu trop de choses maintenant. Non, je ne pense pas. Et je ne parle pas de ce qui s'est passé depuis le début du Covid. Merci. Bienvenue parmi nous. Merci. Bienvenue à Saving Baby. Notre première petite fille vient de naître. Si l'on envisageait d'administrer à un bébé, que feriez-vous? J'ai l'impression d'avoir déjà donné. On vient de vous en donner un. Oui, je vous en prie. Vous êtes donc assez novice en la matière. Mes œillères sont tombées en mars 2020 à cause du Covid, en raison de certaines choses que je voyais. Je vis dans un monde très différent de celui dans lequel je vivais il y a 4 ans, c'est certain. Je prie pour que nos enfants tiennent compte de cet avertissement, car l'un de mes plus grands regrets est d'avoir accepté un vaccin ou d'avoir permis que mon fils soit vacciné. Si je ne peux pas être transparent, honnête et sincère avec mes patients, je vais faire autre chose. Je vais le rejoindre dans l'immobilier. C'est ce que vous voulez? Non, je ne vais pas rester là à mentir. Merci. J'ai dit à Lorraine, vu la façon dont les choses se passaient, je préférerais livrer des pizzas plutôt que de suivre ce même modèle. C'est-à-dire ne pas faire de mal à un enfant. Assurez-vous que ces pizzas soient bio. Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à vous faire vacciner de nouveau? Il faudrait qu'il me tue. Rien ne me forcera à me faire vacciner. Mon point de vue sur les vaccins a complètement changé. Si vous teniez un nouveau-né dans vos bras, pour vous, maintenant, lui donneriez-vous quelque chose? Il ne recevrait aucun vaccin infantile. Point final. Fin de l'histoire. Il ne serait absolument pas vacciné. Voici le deuxième bus. Le premier est plein. On ne peut plus y inscrire un seul nom. Le deuxième est plein. Combien de bus faudra-t-il? Tout le monde doit voir ce que nous avons vu dans le bus Children's Health Defense. Comme je l'ai dit, ce qui s'est passé pendant le Covid n'aurait pas pu avoir lieu sans la propagande et la censure. Alors, comment surmonter cette propagande et cette censure? Principalement en écoutant les gens qui ne veulent pas se taire. Le silence, c'est la conformité. C'est ainsi qu'il nous oblige à obtempérer, en nous maintenant dans la mêlée et dans le silence. Il est tellement important d'informer les femmes de mon âge sur le point de se marier et d'avoir des enfants, et des dangers que représentent les vaccins. C'est arrivé à mon père, c'est arrivé à ma fille, c'est arrivé à mon cousin. Nous essayons de renforcer la prise de conscience afin de nous souvenir de ce que nous avons perdu, afin de leur rendre hommage. En racontant notre histoire, nous espérons empêcher que cela n'arrive à d'autres. Si suffisamment de monde se lève et dit « Nous avons fait cela pour la dernière pandémie », nous ne le ferons pas pour cette pandémie. Nous sommes 8 milliards contre quelques milliers de gardiens. Nous allons gagner. Nous pouvons dicter les conditions de notre vie. Il est crucial de documenter cette situation pour que les générations futures sachent ce qu'il s'est passé. Il est temps pour nous d'unir nos forces et d'aller de l'avant pour lutter contre ce fléau, car nous gagnerons. Cette expérience humaine nous lie. Si vous n'utilisez pas votre voix, nous échouerons. Une chorale, c'est des voix qui s'harmonisent. Ajoutez votre voix pour que ces accords atteignent une plus grande partie de l'humanité. Les gens vous écouteront si vous parlez avec gentillesse et utilisez votre voix pour le bien.
Il y aura toujours quelqu'un pour vous entendre si vous faites preuve de gentillesse, de courtoisie, de fermeté, en toute vérité. Si on ne s'exprime pas, si nous ne devenons pas leur voix, personne ne le fera. Cela me donne l'espoir qu'on ne les oubliera pas, qu'ils ne sont pas morts en vain, que l'on peut sauver des gens et changer le cours des choses. Nous pouvons donner une voix à cet holocauste silencieux et y mettre fin pour que cela ne se reproduise plus jamais. Chaque voix est importante et en utilisant la vôtre, là où vous le pouvez, comme vous le pouvez, et en touchant ces gens, vous protégerez les générations et les enfants à venir. Mais nous nous souviendrons toujours de ceux qui se sont sacrifiés pour nous aider à comprendre ce point. Je pense que c'est ce qui rend ce bus et cette expérience si important. Ce bus est un incroyable monument dédié à l'esprit humain, un monument à la compassion de vous et de l'équipe du bus pour écouter les histoires, sympathiser avec les gens qui sont venus. Et c'est un monument dédié à la vérité. Comme je l'ai dit, nous sommes confrontés à une propagande et à une censure qui n'ont rien à voir avec la vérité. Il s'agit plus d'une quête de pouvoir et de contrôle de la part de certaines personnes. Ainsi, dire la vérité est un acte révolutionnaire et montrer de la compassion et de l'amour pour les gens est un acte révolutionnaire. Et c'est ce qu'est le bus. Je pense que tous les parents devraient se souvenir du passage suivant, la deuxième épître à Timothée. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse, le pouvoir de se lever et de dire la vérité.